Tu lisais déjà beaucoup étant jeune? Oui, moi j'ai toujours, enfin oui, parce que où je suis né, il y a une imprimerie assez reconnue en France, à Saint-Amand-Montrond, dans le centre de la France. Donc il y a les imprimeries Bussière qui impriment tous les, à l'époque, donc tout ce qui était Stephen King, Mary Clark, enfin tous les gros étaient imprimés là-bas. Et il y a un ami de ma mère qui travaillait là-bas et qui nous apportait souvent, avant qu'il ne soit sorti en librairie, des livres qui, peut-être la couverture était un peu abîmée ou autre. Donc peut-être une fois par mois, il arrivait avec un grand sac rempli de livres et il nous disait choisissez ce que vous voulez. Donc très tôt, c'était un petit trésor et je me suis plongé, j'ai lu très tôt et j'ai commencé par des récits fantastiques parce que c'est ce qui était imprimé chez Folio Noir à l'époque. Donc oui, j'ai commencé très tôt. C'est le bonheur. Bah oui, c'était. Moi, comme j'étais assez réservé et timide, c'était plus facile pour moi de prendre un livre que d'aller vers les gens. Donc ça a été vite devenu un réflexe. Et puis voilà, le soir, j'ai eu la chance de. Et au niveau des études, qu'est-ce que tu as fait? Alors. Donc j'aimais la littérature, mais je voulais pas faire des études littéraires, parce que j'avais peur que ça me casse un peu ce plaisir, cette passion. Donc j'ai fait autre chose, et comme je ne savais pas faire, j'ai suivi un copain dans des études hôtelières. Lui a arrêté, moi j'ai continué, j'ai fait 6 ans d'école hôtelière, et après j'ai fait une fac de lettres étrangères appliquées. Et j'aurais bien voulu continuer, mais en France il y avait le service militaire qui m'a dit hop. Tu n'as pas été vers l'œnologie Non, bon, j'en ai fait durant les études hôtelières, hein, cuisine, œnologie, etc. Donc voilà, j'aurais aimé poursuivre après, reprendre le cirque universitaire et continuer, mais c'est malheureusement. Et l'alimentaire, c'est quoi comme boulot? Moi j'étais responsable de restaurant. D'accord. En Angleterre, ensuite j'ai travaillé en Suisse aussi, à Verbier, dans le sud de la France, donc voilà, je gérais et je formais les équipes de restaurants. Nous on a un ami japonais donc, qui avait découvert la cuisine française au Japon, et il s'est dit, cuisine française au Japon, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pour lui, japonais, la seule opportunité qui s'est présentée lorsqu'il s'est renseigné, c'est venir en Europe, mais pour eux, l'Europe c'est la Suisse. Donc il s'est retrouvé comme Jeanne Mitron, je vais dire, dans un restaurant suisse. Et là, il a découvert un petit peu la cuisine européenne. Et puis il dit, mais non, bon sang de bonsoir, c'est pas encore la cuisine française. Donc là, il a fait un parcours en France chez les grands chefs. Alors on lui a dit, mais tu sais, la Belgique c'est une ville de France. Non, c'est dans le nord. Ah, d'accord. Oui, mais c'est un autre pays. Donc il a découvert la Belgique. Il est resté là, fait toute sa carrière ici. Donc Inada est un monsieur, je veux dire, que nous apprécions beaucoup, qui s'est retiré des affaires maintenant, et qui fait déguster donc, la cuisine. C'est précieux ça. Oui, c'est très précieux. Alors un jour, comment décides-tu d'écrire? J'écrivais, j'ai écrit des nouvelles, des poèmes, qui restaient dans le tiroir. C'était pendant que je travaillais, donc le rythme de travail faisait que je ne pouvais pas écrire de manière suivie et régulière. Et en fait, un jour j'ai lu un mauvais livre. Enfin, moi j'ai jugé un mauvais livre. C'était un écrivain de polar assez connu, très connu même. Mais j'ai lu son livre, je me suis dit non, enfin, il se fout du monde. Et comme ça représentait déjà pour moi le plus beau métier du monde, d'être écrivain et d'être connu comme lui. Donc je me suis dit c'est pas possible, etc. Et d'un autre côté, je me suis dit, mais toi tu critiques, mais est-ce que toi tu serais capable d'écrire une histoire de 300 pages? Ça ne doit pas être si facile que ça. Donc je me suis lancé ce défi-là. Et après j'ai écrit ce petit roman polar qui est resté chez moi, qui n'est pas assez bon pour être montré. Mais c'était le premier pied à l'étrier en fait. Et j'ai pris du plaisir. Et donc quand j'ai eu terminé, je me suis dit tiens, enchaîne sur un autre, etc. On dit qu'Emma a ce plaisir-là parce qu'on lit pas mal de tapuscrits, quoi. Alors on voit qu'il y a parfois de bons tapuscrits, et l'auteur, une fois qu'il, achevé, veut mettre un petit prologue pour mettre là, un des derniers qu'on a lu, il s'était vraiment planté, et voilà, comme tu dis,
Oui, mais dans le livre, il y a autre chose. Donc j'ai réécrit le prologue. D'accord. Il a dit, mais c'est ce que je voulais écrire. Quoi. Il n'avait pas trouvé les mots. Ça, c'est amusant de pouvoir. Donc je comprends un petit peu ton regard sur quelque chose et le dire, mais bon sang. Moi je le présenterai, je le ferai comme ça, j'ai écrit. Ouais, c'est ça. Donc souvent on écrit parce qu'on a une très bonne lecture et on veut faire pareil, mais là j'ai une mauvaise lecture et ça m'a un peu révolté. Et je me suis dit, essayer d'en faire comme... 2017, c'est ça? Non, ça c'était bien avant, ça c'était en 2008. Ah, déjà plus tôt, d'accord. Ouais, c'était déjà plus tôt. Mais donc avant j'écrivais des nouvelles, j'aimais bien écrire des nouvelles. Et puis voilà, et après donc la raison qui a fait que j'ai vraiment écrit, je me suis posé, je me suis dit vraiment, tu prends 6 mois et tu écris l'histoire que tu as en tête depuis quelques années, donc les chiens de Détroit. C'est simplement, alors c'est un mélange, c'est soit la crise de la quarantaine, le ras-le-bol du travail dans la restauration, avec les horaires, les contraintes, etc. Et je me suis levé un matin et j'avais plus la flamme d'aller travailler, et ça c'est comme dans d'autres métiers, mais dans la restauration, si vous n'avez plus la flamme, vous traînez les pieds, et tout devient très difficile. Et c'était la première fois que ça m'arrivait, donc je me suis dit, là, ne prends pas ce signe à la légère, c'est que là tu arrives à saturation. Donc voilà, j'ai arrangé avec le patron pour se séparer convenablement selon les lois françaises. Et je me suis retrouvé donc avec du temps. Le Graal, ça. Ouais. Même c'est très étrange de se retrouver avec du temps quand on est habitué à toujours regarder sa montre et à se dire on n'aura jamais le temps de faire ça. Et là je me suis posé, j'ai commencé l'écriture des Chiens de Détroit. Et terminé, il y a un point final. Comment tu vas trouver l'éditeur? Comment ça se présente? Là c'est pareil, j'ai eu la chance, il y a eu le hasard, la chance. C'est quoi le hasard? Le hasard, c'est de s'adresser à la bonne personne sans se douter, sans s'en douter, sans le savoir. En l'occurrence là, donc j'ai terminé Les Chiens de Détroit. Je ne veux pas l'envoyer dans les grandes maisons d'édition parce que je sais que ce ne sera jamais pris. Donc je cherche une petite maison d'édition sur internet où on peut envoyer par mail, parce que j'ai pas envie d'aller à la poste avec mes 400 pages imprimées à la maison, etc. Donc je cherche, et je tombe sur les éditions de l'Épée, donc qui publient du polar et qui acceptent les envois par mail. Donc j'envoie le plus simplement possible. Et puis 15 jours, 3 semaines après, j'en reçois un coup de téléphone donc de Caroline Lépée, qui est donc la propriétaire de cette maison d'édition. Et elle m'explique que elle fait que le numérique. Donc déjà elle me demande si Les Chiens de Détroit sont disponibles encore. Je dis oui, de toute façon je l'ai envoyé qu'à vous. C'était un premier, c'était un test en fait. Voilà, on jette le hameçon et puis on voit si ça vaut le coup d'en envoyer d'autres. Et je dis j'ai envoyé qu'à vous. Donc voilà, elle me dit écoutez, moi je suis intéressé. Et là elle m'explique que donc elle ne prend que le numérique et les formats papier, elle les vend aux maisons d'édition françaises. Bon, ça fait un peu d'argent, c'est bien. Voilà, si vous voulez. Donc on en reste là, et puis peut-être encore un mois après, elle me rappelle, donc oui, donc le numérique c'est fait, on calibre et tout ça, ça va arriver. Elle me dit mais par contre, là moi je vais devenir responsable fiction française chez Calman Levy, et elle me dit ben, je t'emmène avec moi. Donc on signera le format papier chez Calman Levy. Coup de bol, ça. Ben oui. Moi j'ai un ami ici qu'on reçoit bientôt. Il envoie dans une maison d'édition, un an et demi, il n'a pas de nouvelles, puis un coup de fil. Bonjour, je suis madame telle, de telle maison d'édition. Il est tout heureux. Et voilà qu'elle dit, je quitte la maison d'édition, et en remettant de l'ordre dans mes papiers, je viens découvrir votre dossier. Un an et demi après. Mais je suis même en retard pour déménager parce que j'ai été tenu par l'écriture. Question, elle me dit, je le laisse ici ou bien je l'emporte? Ben, vous l'avez lu, vous l'emportez. Donc conclusion, elle est arrivée chez Gallimard, en disant voilà j'ai lu, je suis la nouvelle éditrice ici, j'ai quelque chose à vous montrer. Et le type il est en train de cartonner en Belgique dans toutes les librairies. C'est Giuseppe Santoliquido, L'été sans retour. C'est une merveille d'écriture, c'est un suspense, mais c'est pas un thriller, mais il y a un suspense à découvrir. Mais ça je dois dire, c'est quelque chose, il y a l'écriture, mais comme tu viens de le dire, c'est un coup de bol quoi.
Oui, il y en a qui appellent ça le hasard, le destin, la chance, le... Moi j'ai pas de mots, voilà, moi, le hasard et la chance, ça me semble bien pour expliquer ça. Alors, tu continues dans une veine d'écriture, dans un thème bien précis, tu évolues évidemment. Comment sens-tu un petit peu cette envie d'écrire ce genre, dans ce style-là, dans ce genre-là? D'où vient? C'est parce que tu as observé des gens, tu les as regardés, tu as vécu quelque chose? Non. Alors... c'est par la lecture? C'est par la lecture, c'est beaucoup par la lecture. Et puis c'est aussi par le temps passé à rêvasser, en fait, tout simplement. C'est pas une thérapie pour toi, quoi? Non. C'est rêvé. Ah non, non, non. C'est rêvé, quoi. Oui, tout est imaginaire hein, dans les livres. Je ne me sers pas de personnes que j'ai rencontrées, avec qui je discute ou que je connais. J'aime pas. Je préfère être libre. Hein. Je veux être libre d'utiliser mon imaginaire. Donc non, ça c'est les lectures et puis le temps passé à penser à cette lecture finie, à se dire, à imaginer, etc. Donc ouais, c'est... Non, je me sers... La seule chose dont je me sers, ce sont des prénoms. Des fois, comme dans le 12e chapitre, j'ai utilisé les prénoms de mes amis d'enfance. Donc voilà, après, il n'y a aucun trait personnage qui ressemble au trait de quelqu'un que je connais ou que je côtoie. Je préfère être libre, ou peut-être inconsciemment, mais je pense pas, parce que personne ne m'a jamais dit, tiens, mais on dirait moi. Donc non, j'aime bien tout inventer de A à Z, donc les personnages inclus. Hein. Tu es un tordu. Je suis heureux que tu n'aies pas fait l'école d'auteur. Enfin, il était là avoir un restaurant, j'aurais eu peur de manger du chat, alors que je pensais déguster du lapin. Eh oui, ouais, mais peut-être sans le savoir, c'est déjà, on sait jamais. Hein. Mais voilà. Ouais. Parce que je dis ça, c'est parce que les personnages, tu les prépares à cette sauce-là. Hein. Oui. On les goûte d'une certaine manière, voilà. Alors qu'en réalité, c'est... D'où est venu ce plaisir-là? Des faux semblants, oui. Mais je sais pas, alors ça c'est... Moi par exemple j'aime beaucoup les gens qui semblent froids comme ça et pour les connaître, il faut gratter un peu la surface pour découvrir ça, voilà, dans la restauration, des patrons qui sont un peu, ou même des cuisiniers un peu à l'ancienne qui sont militaires et tout ça, et on se dit oh, ça va pas être facile. Et quand on découvre un peu, quand on prend le temps, on découvre des gens tout à fait sympathiques. Et pour les personnages, oui, j'aime bien cette dualité entre ce que les lecteurs attendent du personnage qu'ils découvrent, qu'il découvre dans les premières phrases, et ce personnage qui va peut-être se transformer ou enlever son masque, et le lecteur va dire ah oui, mais j'aime bien, et puis j'aime bien aussi mélanger la notion de bien et de mal. Voilà, souvent dans mes livres, les gentils sont parfois un peu tordus et les méchants pas si méchants que ça. Donc j'aime bien flouter. Moi j'aime bien parce que bon, tu as été dans la cuisine. Je veux dire, il y a un excellent ouvrage aussi à découvrir, c'est Étoile de Simonetta Greggio. Ouais, je connais pas. Ah ben ça, je te montrerai le bouquin après. Mais voilà aussi donc, tu dis le grand patron froid et tout, alors que derrière il y a quelque chose d'autre. Ça me fait penser aussi au dessin animé Ratatouille. Quoi. Ah oui, ouais. Voilà, tu vois, il y a toujours plein de sensibilité, de subtilité, et derrière le personnage, il y a toujours un autre personnage. Oui, c'est ça. Alors, on démarre avec le dernier ouvrage ici. Ouais. Glaçant, glacial, vertigineux. Merci. Donc on démarre, on est en voiture, il y a deux petites dames, et qui commencent à faire la conversation. C'est un chouette départ, ça. Parce que là, c'est déjà embobiné le lecteur. Hein. C'est ça. Allez, raconte-moi. Mais oui, j'ai pensé à cette introduction, en fait, c'est subtil, hein. Mise en bouche. Parce que là, la journaliste, elle va être prise en otage par sa lecture, tout comme le lecteur va être pris en otage à ce moment-là, en même temps qu'elle. Et je trouvais que c'était un peu mettre le lecteur face à un miroir, en fait. Voilà, oui. Donc de cette prise de contrôle par les mots, et je voulais mettre le lecteur en face de lui-même, donc qui est cette journaliste, et qui à un moment
n'a que aussi des oreilles avec la conductrice, quoi. Oui, oui, oui. Oui, et puis cette étrange conductrice... Donc il y a les deux choses. Elle lit, mais en même temps... Oui, 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 mais même si au début, elle regrette de ne pas avoir pris un moyen de défense au cas où, Oui, oui. Elle a vite, par la puissance du récit qu'elle lit, oublié et ne plus voir comme quelqu'un de potentiellement dangereux, mais quelqu'un qui va lui expliquer la vérité. Et donc elle va être comme un lecteur et oui, je dis pris en otage, mais il veut savoir, c'est le livre qui domine le lecteur, parce que le lecteur veut le terminer à tout prix. Et là, donc la journaliste, l'inconnue qui est la conductrice, va représenter sa solution. Plus sa crainte, mais sa solution qu'elle veut découvrir à tout prix. Alors on arrive ici en Belgique à Knokke-le-Zout, pour ainsi dire, dans un endroit magnifique. Ouais. Ce n'est pas Knokke-le-Zout, mais c'est un endroit retiré, qui est impeccable, tiré au cordeau, presque un ancien village, qui a été récupéré par un riche homme d'affaires. Ouais. Qui devient le maire, comme il y avait chez nous en Belgique Léopold Lippens. Ouais. Là, il y a monsieur de Thionville. Monsieur de Thionville, oui, qui est donc le maire et propriétaire de ce charmant village qu'est Montmort. Oui. Et déjà, c'est... J'aime bien le jeu, Montmort. Oui, Montmort. Alors il y a... Donc c'est le diminutif de la montagne des morts, mais c'est aussi l'anagramme imparfait de ma ville natale, qui est certainement Montrond, Montmort. Si on mélange un peu les lettres au niveau de prononciation, ça peut devenir Montmort, ça peut transformer en Montrond également, et vice versa. Donc c'est aussi un petit clin d'œil et de Thionville à la ville. Thionville, ouais, c'est devenu comme ça, ouais. Il n'y a pas de référence spéciale. J'ai trouvé Albert de Thionville, que ça faisait un petit côté noble, et à la fois supérieur et inquiétant, mystérieux. Oui, voilà, j'allais dire mystérieux. Ouais. Parle-nous un peu qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce monsieur? Alors, monsieur de Thionville, c'est un riche entrepreneur qui a plusieurs sociétés, dans plusieurs domaines différents. Ce qu'il fait dans la vie, les villageois l'ignorent, parce que pour eux c'est mystérieux tout ça, les sociétés, etc. C'est vrai qu'ils sont bien récompensés. Oui, ils ont une bonne police, ils ont de bons pompiers, ils ont la bibliothèque, ils ont tout ce qu'il faut et bien plus encore. Donc, ils sont chouchoutés, quoi. Voilà, c'est une figure patriarcale, bienveillante, qui veille au-dessus des habitants. Donc il vit dans son manoir un peu en retrait et il fait surtout le deuil de sa fille qui a disparu quelques années auparavant et qui a été retrouvée en bas de la montagne des morts. Ça, nous n'allons pas parler des circonstances évidemment, mais tu parles de la montagne boisée, il y a des bruits, il y a des voix. Mais sérieux. Mais j'aime bien, c'est la façon dont tu as... Parce que bien souvent, nous sommes, nous aussi, dans un endroit un peu méconnu, peut-être sombre, où parfois on sursaute pour un petit bruit, où il nous semble entendre quelque chose. Bon, là, c'est la façon dont tu amènes justement ce mystère qui est magique, quoi. Oui, ben là, c'est... Les habitants ont l'impression souvent de... Et c'est plus qu'une impression, ils l'acceptent même parce que ça fait partie des années et du folklore et de la vie du village. Mais oui, que les voix des anciennes sorcières, enfin des femmes qui avaient été jugées comme telles, peut-être coulent encore depuis les forêts pour murmurer à leurs oreilles. Et ça fait comme dans le Berry, par exemple, pour en revenir, nous on va encore voir les penseurs ou les rebouteux. Il y en a qui... La sorcellerie est quelque chose de prise au sérieux en grande majorité. Voilà, donc vrai ou pas, c'est pas le sujet, mais ça fait partie de nous. Ça fait partie de ces bruits qu'on entend et on va se dire, tiens... On irait bien en vacances dans ce village. Parce qu'il fait calme. Oui, il fait calme. Il y a rien qui se passe. Et à l'heure, il y a un gars qui arrive en sifflotant presque. Un jeune policier qui vient parce que son collègue, le précédent, a eu un accident de voiture, quelque chose dans ce genre-là. Donc il vient prendre poste. Et là, il découvre un petit peu le village lui aussi. Il découvre l'hôtel. Il découvre le restaurant. Parle-nous un petit peu de ces petits endroits-là. Mais oui, donc lui qui vient de la ville,
de la cité, donc il arrive dans ce charmant village et il est tout de suite étonné par les caméras présentes, donc avant de prendre possession de sa maison de fonction, qui est une magnifique demeure, il passe une nuit chez Molly, à l'auberge chez Molly, la seule auberge du village. Et on y mange bien. On y mange très bien. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Et bon, et voilà, et dès le soir, il croise, il est tout seul, il y a une femme rousse qui est installée. Le lendemain, il prend son premier jour de prise de fonction et il regarde les photos de l'ancien cimetière des sorcières qui sont accrochées dans l'auberge, dans la salle à manger. Et Molly, voilà, il a l'impression qu'elle lui parle alors qu'il lui a tourné le dos, donc il se retourne en pensant l'avoir entendu parler, mais apparemment déjà... Il parle toujours entre ses dents. Ouais. Elle traîne des pieds, et voilà. Elle ronchonne beaucoup. Et voilà, et ensuite Julien va... D'ailleurs, il va faire un petit détour par le cimetière tout de suite. Il considère que c'est une étape presque touristique pour lui à ce moment-là. Plus une curiosité qu'autre chose. Et après, il se rend donc au commissariat et découvre ses partenaires, ses collègues, et également le luxe des lieux, c'est-à-dire ces ordinateurs, chacun lié à sa propre imprimante, ce qui est rare dans les commissariats, chacun bidouille, etc. Et voilà, flambant neuf, deux collègues, comme tout le monde, ils ont une dévotion extraordinaire toujours pour Monsieur le maire. Quoi. Voilà, tout à fait, qui reconnaissent qu'ils doivent beaucoup à ce monsieur. Oui, il ne se passe jamais rien. Non. Il y a quelques soucis avec un lecteur qui se rend souvent à la bibliothèque pour exiger un livre qui n'existe apparemment pas. Non, il n'y a que 3 dossiers... qui ne légitiment en aucun cas toutes ces caméras, ces systèmes de sécurité, etc. Donc pour Julien, quand il travaillait en ville et qu'il avait justement besoin de tout ce matériel et que c'était impossible d'obtenir malgré la criminalité, il se retrouve un peu déboussolé lui aussi par tout ça. Alors on va dire au lecteur ici, on n'a encore rien raconté parce qu'on n'est qu'à la page 12. Oui, c'est ça. On n'est qu'à la page 12. Donc, c'est te dire un petit peu déjà l'ambiance dans laquelle tu plonges ton lecteur. Ouais. On est déjà un peu sous les nerfs parce qu'on dit, mais oula, il y a eu ce cimetière, il y a ce cimetière, il y a Monsieur de Thionville. Il y a eu ce berger il y a ce berger évidemment qu'on découvre au tout début. Oui, tout au début. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va laisser nos lecteurs le découvrir. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais encore nous divulguer? Mais pas grand-chose. Qu'est-ce que je pourrais divulguer? Je pourrais divulguer parce que justement, si on commence... je sais quoi. Ouais. À quelle époque de l'année sommes-nous? Dans le livre? Oui. On est en novembre. Voilà. Je pense que c'est important. Oui, c'était important. C'était... ça a aussi une signification, mais ça, mais nous sommes en novembre. Ouais, je ne peux pas en parler, parce que... Les premiers frimas sont là, évidemment. Mais voilà... Il y a toujours comme une musique qui atterrit, toute douce. Oui, la musique est importante. Oui. Il y a toujours aussi certains petits mots qui atterrissent, mais toujours calmement. Oui. Et ça donne une ambiance époustouflante. Oui. Oui, mais parce que, bon, je reviens parce que que j'ai une idée qui revient un petit peu, c'est sur ce lecteur. Oui. Qui ne parvient pas à voir ce livre, qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Et pourtant. Alors là, c'est aussi jouer, c'est plus jouer avec le lecteur en le mettant face à un miroir comme au tout début. Là, c'est aussi jouer avec la notion d'écrivain, puisque donc, le livre que recherche ce lecteur, mais vraiment jusqu'à insulter et à porter plainte, parce que lui est certain que ces livres existent. L'écrivain, c'est David Mallet, et par exemple, David Mallet, c'est l'écrivain qui est dans le 12e chapitre, le personnage principal du 12e chapitre. Donc, c'est flouté aussi, là, en reliant 2 livres, parce que j'aime bien mettre des petits clins d'œil aux livres précédents. Donc là, c'est aussi flouté. Le lecteur va se dire non, il n'existe pas, parce que c'est un écrivain
que l'auteur a créé dans le 12e chapitre, mais pourquoi lui est persuadé jusqu'à l'agressivité que ce lecteur existe, tu vois, cet écrivain existe. J'étais un petit peu, je vais dire, bon, je t'avais posé une question, mais je t'ai envoyé un petit peu, je veux dire, en réflexion, parce que, bon, il y avait deux personnages qui étaient là, dont on n'avait pas encore parlé, donc, cette ambiance. Donc, que vas-tu nous divulguer maintenant? Qu'est-ce que je peux divulguer d'autre, mais que au fur et à mesure que le récit se progresse, il y a un rythme qui va être de plus en plus soutenu et qui va émulsionner, pour reprendre un terme culinaire, l'étrangeté du village. Donc voilà. Et là, l'atmosphère, tu la décris bien. Ouais. Ce que tu viens de me dire là est très important parce qu'encore une fois, c'est très, je vais dire, caractéristique de l'écriture. C'est la façon dont tu amènes, je veux dire, le rythme. On pourrait accompagner tout ça d'une musique. C'est un film, il y a une musique qui est là, qui commence à s'amplifier, mais par le mot, tu y arrives. Oui, là, je voulais vraiment un moment que avec ce rythme et avec les événements décrits, que le lecteur, oui, là, il perd vraiment ses repères au point de se dire, mais où on va, où va-t-on? Il y a des claques, hein? Oui, et en craignant d'aller même un peu plus loin pour parce qu'il s'est attaché au personnage, parce qu'il s'est attaché au lieu, où il pense aller dans une direction et ce n'est pas forcément celle où moi je veux l'emmener. Donc voilà, le rythme était très important de ne pas commencer doucement, parce qu'au début il y a quand même une scène avec le berger, donc qui est quand même... page 12, page 18. 18, qui est marquante, donc voilà. Mais je dois dire, bon, j'ai eu énormément de plaisir. J'ai été berné. Hein. J'ai été berné parce qu'encore une fois, je pensais qui, que, quoi, dont, où. Un fait certain. Et puis on arrive dans les toutes dernières pages où retournement de situation. Et là, c'est une technique imparable. Là, je vais dire, tu as bluffé ton lecteur. Et je dois dire, c'est ce qui fait. On se dit, mais chapeau bas, il m'a bien manipulé. Oui, je suis bien amusé. Vraiment, c'est le but. Oui, tout à fait. Même pour moi, c'était le jeu. C'était le jeu. C'était le jeu de manipuler le lecteur et de le surprendre une fois, deux fois à la fin. Donc oui, c'était vraiment le but précis. C'est pas 9 fois? Ils ne sont pas 9? Non. Oui. Mais, parce que c'est 9 personnages. Oui, il y a 9. Oui, on peut dire qu'il y a 9 personnages, pas principaux, mais qui sont les clés. Qui sont les clés, oui. Quels sont-ils? On vous invite à lire. Jérôme, je te remercie pour ces minutes. Merci à toi. On a passé ensemble. Merci. On aura encore l'occasion de se voir ce soir. Tu viens